Alors pour moi, le procès, il est lié à une crise de l'information, plus que lié en fait intrinsèquement à la crise de 2008. C'est qu'en fait, la crise de 2008, personne n'y a rien compris, et la finance aujourd'hui, personne n'y comprend rien. Donc les gens associent le cataclysme financier qui s'est passé dans le passé, en confondant d'ailleurs les différentes crises qui ont succédé, à la finance et à l'épargne telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais en fait, là, il y a un sujet essentiel. C'est que les gens, aujourd'hui, le grand public ne comprend pas ce qui se cache derrière ses livrets réglementés, son assurance vie, pour parler vraiment de manière très concrète. Quand je mets mon argent en banque, qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là? Donc, nous, on l'a vraiment constaté. Et bah, moi, j'ai eu, voilà, vous voyez, hein, témoigner, je ne suis pas très âgée. J'ai eu mon baccalauréat en 2008, justement. Et donc, du coup, ça a été un cataclysme, en fait, de voir à quel point un secteur qui était d'un point de vue extérieur, quelque chose d'indépendant, en fait, a eu un impact énorme sur l'ensemble de l'économie. Et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai étudié beaucoup la finance, les circuits, etc. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que, malgré qu'on ait tant de liquidités dans l'économie, il y a un problème de financement si tangible de l'économie réelle, et pourquoi est-ce qu'on arrive à une situation dans laquelle le PIB mondial ne représente qu'un quart de la taille du secteur financier. C'est vraiment très simple le constat, c'est de se dire le but de la finance étant de financer l'économie réelle. Aujourd'hui, on a un secteur financier qui tourne en vase clos. Et donc le sujet, c'était de dire comment est-ce qu'on replace la finance dans l'économie réelle et comment est-ce qu'on fait de la pédagogie et de la démocratisation. Parce qu'à moins de faire des études supérieures ou travailler dans le secteur financier, il est très difficile d'avoir accès à l'information sur comment est-ce que le secteur financier fonctionne. Donc ce regard, il a fait émerger une démarche entrepreneuriale dans l'objectif, qui s'inscrit dans le cadre de cette finance solidaire qu'on peut définir très rapidement, qui est la finance qui connecte l'argent et les entreprises et les associations qui développent des projets durables et soutenables pour la société. Donc on a voulu le faire avec un outil digital qui permettait de rendre accessible plus facilement cette finance solidaire, de démocratiser la manière dont les entreprises fonctionnent et comment la finance peut supporter ces entreprises. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet qui pour nous est fondamental, c'est remettre de la transparence globale sur l'ensemble du secteur financier et de comprendre les impacts sociaux et environnementaux et les sous-jacents de l'épargne. Et c'est pourquoi on a une nouvelle démarche qui est une application permettant d'analyser justement ce qui se cache derrière les livrets réglementés, derrière la finance classique, derrière les produits d'épargne. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré qu'effectivement le secteur financier soit un des secteurs les plus régulés au monde, c'est un des secteurs sur lesquels on arrive à le moins à trouver d'informations, et surtout d'informations homogènes, liées notamment à l'impact climatique, à l'impact social, mais tout simplement à la visibilité sur les sous-jacents. Quand j'ai 1 euro sur mon livret A chez BNP, quel est le taux de centralisation? Qu'est-ce que la Caisse des dépôts va gérer? Comment elle va le gérer en totalité? On a une partie, mais on n'a pas toute l'information. Côté banque, la partie qui est gérée par la banque, comment est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est prêtée, est-ce qu'elle est mise en réserve, etc. Et c'est toutes ces informations qui aujourd'hui ne sont pas disponibles. Et si on remet en fait de la transparence, je pense qu'on pourra peut-être rassurer le citoyen sur l'usage de son épargne.